croit que la division du travail est limitée par l'étendue du marché, puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail. L'accroissement de cette division doit, par conséquent, toujours être limité par l'étendue de la faculté d'échanger, ou, en d'autres termes, par l'étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s'adonner entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout le surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation contre un pareil surplus du produit du travail d'autrui qui voudrait se procurer. Il y a certains genres d'industrie, même de l'espèce la plus basse, qui ne peuvent s'établir ailleurs que dans une grande ville. Un portefaix, par exemple, ne pourrait pas trouver ailleurs d'emploi ni de subsistance. Un village est une sphère trop étroite pour lui. Même une ville ordinaire est à peine assez vaste pour lui fournir constamment de l'occupation. Dans ces maisons isolées et ces petits hameaux qui se trouvent épars dans un pays très peu habité, comme dans les montagnes d'Écosse, il faut que chaque cultivateur soit le boucher, le boulanger et le brasseur de son ménage. Dans ces contrées, il ne faut pas s'attendre à trouver deux forgerons, deux charpentiers ou deux maçons qui ne soient pas au moins à 20 000 l'un de l'autre. Les familles éparses qui se trouvent à 8 ou 10 000 de plus proches de ces ouvriers sont obligées d'apprendre à faire elles-mêmes une quantité de menus ouvrages pour lesquels on aurait recours à l'ouvrier dans des pays plus peuplés. Les ouvriers de la campagne sont presque partout dans la nécessité de s'adonner à toutes les différentes branches d'industrie qui ont quelques rapports entre elles par l'emploi des mêmes matériaux. Un charpentier de village confectionne tous les ouvrages en bois et un serrurier de village tous les ouvrages en fer. Le premier n'est pas seulement charpentier, il est encore menuisier, ébéniste, il est sculpteur en bois, en même temps qu'il fait des charrues et des voitures. Les métiers du second sont encore bien plus variés. Il n'y a pas de place pour un cloutier dans ces endroits reculés de l'intérieur des montagnes d'Écosse. À raison d'1 millier de clous par jour, et en comptant 300 jours de travail par année, cet ouvrier pourrait en fournir 300 milliers. Or, dans une pareille localité, il lui serait impossible de trouver le débit d'un seul millier, c'est-à-dire du travail d'une seule journée, dans le cours d'un an. Comme la facilité des transports par eau ouvre un marché plus étendu à chaque espèce d'industrie que ne peut le faire le seul transport par terre. C'est sur les côtés de la mer et le long des rivières navigables que l'industrie de tout genre commence à se subdiviser et à faire des progrès. Mais ce n'est ordinairement que longtemps après que ces progrès s'étendent jusqu'aux parties intérieures du pays. Un chariot à large roue, conduit par 2 hommes et attelé de 8 chevaux, mettra environ 6 semaines de temps à porter et rapporter
de Londres à Édimbourg, près de 4 tonneaux pesant de marchandises. Dans le même temps, à peu près, un navire de 6 à 8 hommes d'équipage faisant voile du port de Londres à celui de Leith porte et rapporte ordinairement le poids de 200 tonneaux. Ainsi, à l'aide de la navigation, 6 ou 8 hommes pourront conduire et ramener dans le même temps, entre Londres et Édimbourg, la même quantité de marchandises que 50 chariots à larges roues conduits par 100 hommes et traînés par 400 chevaux. Par conséquent, 200 tonneaux de marchandises transportés par terre de Londres à Édimbourg au meilleur compte possible auront à supporter la charge de l'entretien de 100 hommes pendant 3 semaines et de plus, non seulement de l'entretien, mais encore, ce qui est à peu près aussi cher, l'entretien et la diminution de valeur de 400 chevaux et de 50 grands chariots, tandis que la même quantité de marchandises transportées par eau se trouvera seulement chargée de l'entretien de 6 à 8 hommes et de la diminution de capital d'un bâtiment du port de 200 tonneaux, en y ajoutant simplement la valeur du risque un peu plus grand, ou bien la différence de l'assurance entre le transport par eau et celui par terre, s'il n'y avait donc entre ces deux places d'autres communications que celles de terre, on ne pourrait transporter de l'une à l'autre que des objets d'un prix considérable relativement à leur poids. Et elles ne comporteraient ainsi qu'une très petite partie du commerce qui subsiste présentement entre elles. Par conséquent, elles ne se donneraient qu'une très faible partie de l'encouragement qu'elles fournissent réciproquement à leur industrie. À cette condition, il n'y aurait que peu ou point de commerce entre les parties éloignées du monde. Quelle sorte de marchandises pourrait supporter les frais d'un voyage par terre de Londres à Calcutta, ou en supposant qu'il y en eût d'assez précieuses pour valoir une telle dépense, ou en supposant qu'il y en eût d'assez précieuses pour valoir une telle dépense, quelle sûreté y aurait-il à la voiturer à travers les territoires de tant de peuples barbares? Cependant, ces deux villes entretiennent aujourd'hui entre elles un commerce très considérable, et par le marché qu'elles s'ouvrent l'une à l'autre, elles donnent un très grand encouragement à leur industrie respective, puisque le transport par eau offre de si grands avantages. Il est naturel que les premiers progrès de l'art et de l'industrie se soient montrés partout où cette facilité ouvre le monde entier pour marcher aux produits de chaque espèce de travail. Mais ces progrès ne s'étendent que beaucoup plus tard dans les parties intérieures du pays. L'intérieur des terres peut n'avoir pendant longtemps d'autre marché pour la grande partie de ces marchandises que le pays qui l'environne et qui les sépare des côtés de la mer ou des rivières navigables. Ainsi, l'étendue de son marché doit, pendant longtemps, être en proportion de ce pays et par conséquent, il ne peut faire de
progrès que postérieurement à ceux du pays environnant. Dans nos colonies de l'Amérique septentrionale, les plantations ont suivi constamment les côtés de la mer ou les bords des rivières navigables, et elles se sont rarement étendues à une distance considérable des unes ou des autres. D'après les témoignages les plus authentiques de l'histoire, il paraît que les nations qui ont été les premières civilisées sont celles qui ont habité autour des côtés de la Méditerranée. Cette mer, sans comparaison la plus grande de toutes les mers intérieures du globe, n'ayant loin de marée, par conséquent, point d'autres vagues que celles causées par les vents, était extrêmement favorable à l'enfance de la navigation, tant par la tranquillité de ses eaux que par la multitude de ses îles et par la proximité des rivages qui l'abordent, alors que les hommes, ignorant l'usage de la boussole, craignaient de perdre de vue les côtés et que, dans l'état d'imperfection où était lors de la construction des vaisseaux, ils n'osaient s'abandonner au flot impétueux de l'océan, traverser les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire naviguer au-delà du détroit de Gibraltar, fut longtemps regardé dans l'Antiquité comme l'entreprise la plus périlleuse et la plus surprenante. Les Phéniciens et les Carthaginois, les plus habiles navigateurs et les plus savants constructeurs de vaisseaux dans ces anciens temps, ne tentèrent même ce passage que fort tard, et ils furent longtemps les seuls peuples qui l'osèrent. L'Égypte semble avoir été le premier de tous les pays sur les côtés de la Méditerranée, dans lequel l'agriculture et les métiers s'étaient cultivés et avancés à un degré un peu considérable. La Haute-Égypte ne s'étend qu'à quelques milles de distance du Nil, et dans la Basse-Égypte, ce grand fleuve se partage en plusieurs canaux qui, à l'aide de très peu d'art, ont fourni des moyens de communication et de transport, non seulement entre toutes les grandes villes, mais encore entre les villages considérables et même entre plusieurs établissements agricoles, à peu près de la même manière que font aujourd'hui en Hollande le Rhin et la Meuse. L'étendue et la facilité de cette navigation intérieure furent probablement une des causes principales qui ont amené l'Égypte de si bonnes heures à l'état d'opulence. Il paraît aussi que les progrès de l'agriculture et des métiers datent de la plus haute antiquité dans le Bengale et dans quelques-unes des provinces orientales de la Chine, quoique nous puissions cependant avoir sur cette partie du monde aucun témoignage authentique pour juger de l'étendue de cette antiquité. Au Bengale, le Gange et quelques autres grands fleuves se partagent en plusieurs canaux, comme le Nil en Égypte. Dans les provinces orientales de la Chine, il y a plusieurs grands fleuves qui forment par leurs différentes branches une multitude de canaux et qui, communiquant les uns avec les autres, favorisent une navigation intérieure bien plus étendue que celle du Nil ou du Gange, ou peut-être que toutes deux ensemble. Il est à remarquer que ni les anciens Égyptiens, ni les Indiens, ni les Chinois n'ont encouragé le commerce étranger
mais que tous semblent avoir tiré leur grande opulence de leur navigation intérieure, toute l'Afrique intérieure, et toute cette partie de l'Asie qui est située à une assez grande distance au nord du pont de Euxine et de la mer Caspienne, l'ancienne Scythie, la Tartarie et la Sibérie moderne, semblent, dans tous les temps, avoir été en cet état de barbarie et de pauvreté dans lequel nous les voyons à présent. La mer de Tartarie est la mer glaciale, qui n'est pas navigable, et quoique ce pays soit arrosé par quelques-uns des plus grands fleuves du monde, cependant, ils sont à une trop grande distance l'un de l'autre pour que la majeure partie du pays puisse en profiter pour les communications et le commerce. Il n'y a en Afrique aucun de ces grands golfes, comme les mers Baltiques et Adriatiques en Europe, les mers Noires et Méditerranée en Asie et en Europe, et les golfes arabiques, persiques, ceux de l'Inde, du Bengale et de Siam en Asie, pour porter le commerce maritime dans les parties intérieures de ce vaste continent, et les grands fleuves de l'Afrique se trouvent trop éloignés les uns des autres pour donner lieu à aucune navigation intérieure un peu importante. D'ailleurs, le commerce qu'une nation peut établir par le moyen d'un fleuve qui ne se partage pas en un grand nombre de branches ou de canaux et qui, avant de se jeter dans la mer, traverse un territoire étranger, ne peut jamais être un commerce considérable, parce que le peuple qui possède ce territoire étranger est toujours maître d'arrêter la communication entre cette autre nation et la mer. La navigation du Danube est d'une très faible utilité aux différents États qu'il traverse, tels que la Bavière, l'Autriche et la Hongrie, en comparaison de ce qu'elle pourrait être si quelqu'un de ces États possédait la totalité du cours de ce fleuve jusqu'à dans son embouchure dans la mer Noire.